Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir mon grand ami Yads. Salut Yads, comment ça va ? Salut Olivier, ça va super bien. Tu vois que j'ai pas osé dire ton nom de famille, par contre, est-ce que tu peux nous le donner ? Rambeloun Salam, c'est Voilà. Super facile. Voilà, c'est très bien. Tu sais, ouais. Oui. En comparaison, effectivement, c'est un peu plus court. Eh bien, merci d'inaugurer avec moi mon premier épisode, donc Unplugged à l'extérieur. Donc là, je ne sais pas si on entend les petits oiseaux, mais on est donc sur une table à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Nous sommes au Château des Pères. Donc, je t'emmène voyager dans mon univers complètement. C'est l'endroit où je viens me ressourcer. Il y a de l'art, il y a de la nature et il y a des bonnes choses en fait aussi à côté. Et du coup, c'est vraiment un extérieur agréable, quoi. Une petite balade, il y a des plans d'eau. Bienvenue. Et donc, on est à l'ombre, il y a du soleil. Franchement, que demande le peuple ? C'est clair. Et pour commencer, tout à l'heure, on a pas mal discuté ensemble. En fait, on a déjà fait un épisode de podcast sans l'enregistrer au restaurant. C'est vrai. Et tu me parlais de l'anecdote du chien avec la planche cloutée. Et j'aimerais bien que tu nous la re-racontes. Ah bah avec plaisir. En fait, ça retranscrit en fait l'intention de l'anecdote. C'est vraiment toute cette notion de à quel moment il y a un point de bascule pour aller vers du changement. Donc l'histoire est tout simple. C'est quelqu'un qui fait du footing. Il passe devant une maison avec un jardin et dans la cour du jardin, il y a un chien. Et à un moment donné, le chien, il pleure en fait. Donc du coup, il peut pas s'en empêcher. Il va sonner à la porte et va dire qu'est-ce qui se passe avec votre chien ? Ça fait 3 jours que je cours et 3 fois chaque matin, là, je le vois et le chien, il pleure en fait. Et là, le propriétaire, il va juste rigoler. Il va dire ah lui, non, mais c'est normal. Il a juste pas assez mal. Et là, le mec, il dit, mais attends, je comprends pas, mais comment ça, en fait vous faites pas quelque chose ? Non, il a pas encore décidé. Et là, il dit, mais je comprends vraiment pas, en fait. Et là, le propriétaire, il dit, non, mais c'est juste aussi simple qu'il est assis sur une planche avec un clou. Du coup, il s'est assis sur le clou, et puis, il suffit qu'il se lève, mais il a pas encore assez mal. C'est ça l'histoire, en fait. Et ça retranscrit tellement de réalité. Et coucou Isabelle Monville, parce que c'est avec toi que j'ai eu... cette histoire qui a fait tellement écho. Super, en tout cas, on la salue. Parce que justement, je te posais cette question-là parce que j'aime bien introduire les épisodes par cette question qui est, pour toi, le changement, ça représente quoi ? Et pour toi spécifiquement, c'est comment est-ce que cette histoire, pour toi, résonne dans ta manière de voir le changement ? Très bonne question. Ça m'amène une question en fait, comme quoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une souffrance ? Est-ce qu'il faut qu'on ait mal avant qu'on ose apporter du changement en fait ? Naïvement, j'aurais dire non, mais j'observe beaucoup, même moi je le constate par rapport à moi-même, que il faut que ça titille quelque chose qui soit dérangeant avant que il y ait cette point de bascule qui arrive en fait. Donc moi c'est ça que ça m'inspire en fait, ce côté... il faut qu'il y ait une souffrance quelque part en fait, et tu vois, un peu comme le coaching, genre s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching, et c'est un peu ça en fait. Tant qu'il n'y a pas peut-être cette souffrance là, il n'y aura pas de changement en fait. C'est ça qui est malheureux. Ouais, mais super, en tout cas merci pour ce partage. Et du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, après cette courte introduction ? Exactement, donc Yads Rambeloun Salam, donc moi je suis product manager à Orange Business Services et je chouchoute une équipe produit. Et notre produit, en fait, c'est un portail interne de provisionnement où on vient chouchouter les développeurs par ricochet. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire vivre. Tu sais, c'est un peu comme le jardin. J'adore beaucoup jardiner. C'est un peu comme cultiver une plante, en fait, et de voir de quoi elle a besoin pour s'élever en tant que plante. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer dans la vie, de voir des choses grandir ou s'élever. Super. Merci pour cette belle introduction. Et justement, nous, quand on s'est rencontrés, ou en tout cas quand on s'est parlé la dernière fois, c'était suite à une conférence que tu as faite qui s'appelait « Nous, le produit dont nous sommes le héros », c'est ça. Et j'avais été fasciné par ça parce que justement, tu avais amené beaucoup de toi à l'intérieur, en plus de concepts autour du changement, bien évidemment, mais surtout beaucoup de toi. Et ça m'avait tellement fasciné que voilà, maintenant on est en face l'un de l'autre et on va pouvoir naviguer un petit peu dans toutes ces questions que moi j'avais.
qui font partie de ta vie, de qui tu es, de ce que tu amènes au quotidien. Et du coup, sans trop de surprise, ton nom nous amène à nous dire que probablement que tu es du côté de Madagascar. Oui, tout à fait. Et tu me disais tout à l'heure au restaurant que très bientôt, tu auras passé quasiment la moitié de ta vie en France et la moitié de ta vie là-bas. Exactement. Et justement, est-ce qu'on peut repartir un petit peu dans ce passé pour savoir d'où tu viens et ce qui t'a permis d'arriver justement à construire une conférence telle que celle que moi j'avais vue et ce que tu voulais faire passer au travers de tout ça? Merci pour déjà cette invitation. Merci pour ce voyage que tu me proposes de faire vers cet autre moi, en effet, que peu connaissent et que j'aimerais partager à travers ton podcast. Et merci pour l'appréciation que tu as de ma conférence, en fait, cette création que j'ai eue et que tu as utilisé le mot fasciné 2 fois, en fait. C'est waouh, c'est waouh pour moi. Merci. Un plaisir. Et donc, du coup, tu viens de là-bas, donc Madagascar. Qu'est-ce qui, dans ton enfance, a été peut-être un rêve, un métier peut-être qui, toi, t'inspirait au départ? Qui étais-tu quand tu étais petit? Quand j'étais petit, j'étais plein de vie. Parce que maintenant, tu l'es plus? Et, et c'est peut-être ça que tout le monde retrouve dans chaque fois où je passe, où tu vois cette notion d'enthousiasme en fait et ce côté ouais, amène-nous un peu de ton énergie en fait à chaque fois. Et je pense que ça fait la jonction avec mon moi d'avant. C'est-à-dire que moi d'avant, moi petit, c'était plein de rêves, astronaute, pilote de voiture, parce que je lisais des Michel Vaillant et tout ça, et j'étais bercé par des Astérix. Et du coup, Astérix, c'était cette idée de aller voir la Gaule, en fait, où c'est tout ça, quoi, tu vois. Et l'ironie du sort, c'est que tout d'un coup, maintenant, je suis à l'équivalent de Lutèce. Je suis arrivé là. Et tu vois, ça se retrouve, en fait, dans cette histoire. Enfin, ironie du sort, mais dans le sens positif, je sais pas comment on le dit, sérendipité, je sais pas, mais ouais, c'est... Moi, avant, c'était le petit garçon qui pétillait devant toute la beauté de la nature, en fait. C'est-à-dire que on avait beaucoup de liberté avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de t'es où, tracker GPS pour les enfants et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on allait dans le champ et puis on jouait dans le champ et puis on voyait des animaux, puis on suivait les animaux. Puis tu vois, c'était vraiment la découverte de la vie, quoi. Tu vois, la chanson de Mickey 3D. Il faut que tu respires. Ouais. Le clip, en fait, voilà, cet enfant qui court, c'est vraiment, c'est ça qui... C'était toi, en fait. C'était moi, voilà, pour l'image. Et donc, tu t'es pas lancé dans des études d'astronomie? Enfin, pas d'astronomie, d'astronaute, du coup. Qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'école, j'avais beaucoup de facilité, mais je ne me rendais pas compte. Donc, forcément, je me retrouve dans une filière générale. Et dans la filière générale, je me retrouve à faire un bac scientifique. Et ça allait, sans plus de difficultés que ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de filière astronomie Yamada. Par contre, l'économie, ça a l'air d'être un gros mix de plein de choses. Donc, je vais m'inscrire à l'économie. Il arrive le jour J de l'inscription. La queue pour faire l'inscription à l'économie, elle est de là jusqu'à... Alors, les gens ne le voient pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être long. Voilà. Mais l'informatique, pour faire l'informatique, il y avait quoi, 2-3 personnes? Ah ouais, donc à l'époque, en fait, c'était un truc qui n'avait pas le vent en poupe, quoi. Exactement. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, non. Noé, que je fasse toute cette queue et que je perde tout ce temps, tu sais, plein de vie que j'étais. Je voulais pas perdre tout ce temps dans cette queue-là. Et je suis allé m'inscrire à l'informatique sans vraiment savoir que ça allait m'amener ici, en face de toi, là, plus tard, quoi, tu vois. Parce que je suis toujours dans ce métier-là et c'est un métier qui me fascine toujours, en fait. Donc, filière informatique, tu t'es dit, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel-là que personne n'emprunte. C'est ça. Et donc ça, c'est quoi? T'étais un petit peu ado encore ou c'était déjà plus vieux? J'avais 18 ans. 18 ans. J'avais 18 ans et tu sais, vraiment dans cette insouciance, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette phase d'âge, en fait, c'est tu as cette insouciance que tu l'as qu'une fois dans ta vie, en fait. Une fois que tu n'es plus insouciant, une fois que tu l'as perdue une fois, tu peux pas la retrouver, cette insouciance, en fait. Et c'est ça qui est toujours beau dans cette insouciance, c'est que je cherche toujours, soit aux yeux des gens, tu vois, un peu comme toi et moi là, où c'est un peu la première fois à l'extérieur, sur tu vois, un endroit, on est un peu insouciant là, tu vois, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et c'est totalement insouciant là. Voilà. Et en fait, c'était ça, pour moi, le côté informatique, où ce qui me fascinait, c'est de pouvoir créer quelque chose à partir de rien. C'est ce que tu fais aujourd'hui encore, hein. Et c'est ce que je continue encore à faire aujourd'hui, et c'est ce qui me fait vibrer, en fait, et c'est pour ça que dans mes contributions, à un moment donné, je me dis, je vais changer de vie.
Mais c'est tellement quelque chose que, tu sais, c'est un peu comme l'art, en fait. Et c'est intéressant parce que là, on est en plein, vous voyez pas les personnes qui nous écoutent, mais on est dans un lieu où il y a plein d'œuvres d'art, en fait. Il y a des sculptures, il y a des tableaux, il y a une galerie d'art en face de moi. Et en fait, c'est vraiment à l'image comme quoi, vraiment, c'est dans l'art. Tu pars d'une pierre, tu tailles et tu arrives à quelque chose, en fait. Ou inversement, un bloc de glace où tu prends ce que tu veux, un tableau blanc, une feuille blanche. Qui au départ n'était pas grand-chose, si je puis dire, et qui parfois inspire et amène à des petits, quoi. Exactement. Et c'est intéressant que tu me parles de ça parce que dans l'art, ce qui me fascine, c'est aussi cette dimension de... Il y a l'œuvre, il y a l'artiste, mais il y a aussi les personnes qui contemplent ou qui regardent l'œuvre, qui font partie de l'œuvre, en fait. Tout à fait. Et toute cette dimension, je le retrouve dans l'informatique. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est quelque chose que tu pressentais quand tu étais enfant, et donc 18 ans, et tu fais tes études à Madagascar. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience là-bas? Parce qu'après, tu vas venir en France, mais du coup, qu'est-ce que tu gardes de cette période-là? Très bonne question. Tu sais, il y a toute cette notion d'énergie que je disais tout à l'heure. Ouais. Et ben finalement, ça va être toute cette énergie que je vais puiser là-bas. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Maintenant, avec du recul, je peux dire ça. Sur le moment, il y avait toujours des hauts et des bas, bien sûr. Bien sûr, ouais. Avec du recul, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, d'être entouré de gens aimants. Et ça donne de l'énergie. Et tu vois, c'est cette énergie que je garde de là-bas et que j'amène jusqu'à ici et que je distribue un peu, notamment dans la conférence. Parce qu'elle était très énergisante, en fait, cette conférence. Tout à fait. Après, cette conférence est très particulière parce que justement, il y a des hauts émotionnels, des bas émotionnels, sans pour autant dire que c'est positif ou négatif, mais c'est des émotions qui sont très diverses et variées. Donc effectivement, on en parlera tout à l'heure. Et tu décides un jour qu'il fallait aller ailleurs. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est marrant parce que tu vois, ça rejoint cette notion de souffrance. Donc, nous sommes deux. J'ai une petite sœur, coucou d'ailleurs. Et en fait, l'histoire, c'est que elle part s'installer en France pour les études. Et moi, j'avais pas du tout de perspective d'aller en France à ce moment-là, en fait. J'étais dans mes études d'informatique, ça se passait super bien. J'avais besoin de rien, en gros, quoi. La jeunesse, l'insouciance. Et à un moment donné, donc, elle part. Et tout d'un coup, tu te retrouves vraiment, d'un coup, seul. T'as tout, mais t'es seul, en fait. Et à un moment donné, je me dis, mince, pourquoi pas la rejoindre? Il y a ça, et il y a aussi le deuxième facteur, parce que comme je t'ai dit, comme dans les accidents d'avion, ça n'arrive jamais avec juste un facteur. Il y a une combinaison de facteurs, au moins deux. Donc là, au moins, c'était le deuxième. Le deuxième, c'était, il n'y avait pas de suite dans la filière que je faisais, ou du moins, je me retrouvais pas dans l'informatique telle qu'on le faisait, parce que c'était beaucoup de l'informatique de gestion pure, en fait. Ouais. Donc à un moment donné, je voulais avoir la partie un peu plus scientifique de l'informatique, cette partie de créer, de connecter, etc. Donc je retrouvais pas ça. Et les seules filières où il y avait, c'était en France, en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a amené. Et puis le troisième, c'était bien sûr, à ce moment-là, j'avais 23 ans, 22 ans dans ces eaux-là, dans ces eaux-là. Et quand tu es encore chez tes parents, à ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué, en fait. Donc, c'était le troisième facteur. Disons-le, de manière honnête. C'est ça. Et donc, tu as cette volonté d'indépendance où tu te dis, écoute, non, mais je me casse, en fait, tu vois. Et c'est tout ça qui a fait que, il y a eu un point de bascule. C'est intéressant parce que, du coup, là, tu as 3 points qui te donnent le désir de bouger. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui te fait faire le pas? Parce que tu es dans ton pays, entre guillemets, tout va bien. Il y a cette envie d'ailleurs, motivée par différents aspects. Mais du coup, tu n'as pas peur de cet inconnu-là? À ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de cette insouciance. Et j'étais bercé par la phrase de ma mère qui me disait, bon, c'est un peu cliché ou proverbiaux, mais tu vois, c'est un peu ce côté à cœur vaillant, rien d'impossible en fait. Mmh. Et à ce moment-là, la volonté, c'était de partir, du coup, rejoindre ma sœur. Donc, avec tous ces bénéfices à côté, tu vois. Oui, tout à fait. Et dans le truc, c'est ce qui déclenche vraiment, c'est que mon dossier a été accepté à l'INSA. Ah, donc tu avais postulé. Ouais, j'ai postulé et mon dossier a été accepté à l'INSA sous réserve d'un entretien, comme un entretien d'embauche à l'INSA, en fait. Ouais, ok. Et donc, à ce moment-là, tout est possible. Et du coup, banco, go. Et riche de ce dossier d'acceptation, ça a permis, en fait, de faire toutes les démarches et de se donner un objectif, un sens par rapport à tout ça. Et du coup, quand tu arrives en France, donc oui. Je comprends qu'au moins, tu débarques pas sans rien. C'est-à-dire que tu débarques avec une école, donc après, entre guillemets, c'est de la logistique à gérer, mais tu n'arrives pas dans le vide. Puis en plus, tu as ta sœur qui est là, donc oui, elle peut t'y aider.
C'est quoi les premières choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé en France? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire juste la première chose. La première chose, ouais. C'était... il y a bien sûr les différents chocs de culture, hein. Je t'en passe. Alors, on va commencer par la première, parce que c'est ça le truc en fait. On prend le TGV, et maintenant c'est devenu, et je suis sûr pour plein d'auditrices et d'auditeurs en fait, là, ici, là, c'est quelque chose de, sérieux quoi. Mais quand deux trains se rencontrent, un TGV rencontre un autre TGV, il y a ce... Oui. Et la première fois, parce que je prenais l'avion et après on prenait direct un TGV pour revenir au Mans, ma soeur était au Mans à ce moment-là, et je peux te dire qu'on a eu 4 ou 5 et à chaque fois, ça ratait pas, je sursautais, putain, mais c'est quoi ce bordel en fait? C'est vrai que maintenant tu imagines quelqu'un qui vraiment sursaute dans le wagon quand il y a ça, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était le premier, vraiment marquant, tu vois. Donc pour te dire que des trucs anodines, mais on peut en parler tout à l'heure, comme quoi les richesses sont inversées, donc il y a une conversation autour de tout ça aussi. Et la deuxième chose, pour te dire que vraiment, choc de culture, son paroxysme, c'est le changement d'heure. Ça n'existe pas chez nous, en fait. Il n'y a pas de changement d'heure. Ouais. Ici en France, quand je suis arrivé, il y avait cette notion de changement d'heure, ce qui fait que j'étais à un examen partiel, quoi, les premiers partiels, en fait, et j'arrive, j'ai révisé tout ça, et j'arrive et je vois des gens sortir. Et je dis, putain, ils sont rapides. Ils sont rapides. Enfin, on vient à peine de commencer, tout ça. Et là, les profs me voient arriver, ils sont tous gênés. Et moi, je m'installe, tu vois. Je rentre dans l'amphi, je m'installe, et les gens, il y en a qui descendent. Il y en a qui continuent d'écrire, il y en a qui descendent. Et donc, je me dis, bon, peut-être que j'avais juste 2 minutes de retard, un truc comme ça. Je m'installe, et là, il y a un prof qui vient me voir, qui vient de me dire, excuse-moi, est-ce que tu peux me suivre? Et je dis, merde, il y a un problème, tu vois. Ouais. Et je descends, et là, le prof vient de me dire, vous savez que vous avez 1 heure de retard? Et là, je dis, mais non, j'ai pris le bus de machin qui m'amène à telle heure et exactement tous les horaires sont alignés, en fait. Ouais. Non. Et là, il y a tout le monde qui se marre, en fait, tu sais, tout ce qui entend de la conversation. En fait, j'avais vraiment 1 heure de retard, en fait, parce qu'on a changé d'heure la nuit. Pour que... Tu vois le niveau je vois, choc de culture là-dedans, en fait. Donc, c'est un peu tout ça que j'emmène dans la conf. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que forcément, des choses qui apparaissent très simples à un endroit ne le sont pas du tout quand tu changes de contexte. Et du coup, toi, quand tu arrives en France, tu arrives avec ton propre contexte. Oui. Et puis après, tu navigues comme tu peux avec la culture du moment. C'est ça. C'est exactement ça. Je le retrouve beaucoup dans le monde pro, perso. C'est exactement le même truc à différentes phases de ta vie, en fait. Je veux dire, moi, mon raisonnement à 30 ans et mon raisonnement là à 44 ans, c'est pas du tout pareil. Et c'est un autre contexte et juste tu navigues à vue par rapport à ce contexte-là, en fait. Et du coup, tu fais ces études-là. Donc, du coup, je suppose que soit tu refais cet examen-là ou tu le réussis d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu retiens de ces études-là? La persévérance. La persévérance. Ouais, parce qu'en fait, en gros, tu te doutes bien que c'était... alors, ce que je dis pas à l'antenne, mais quand je suis arrivé ici, moi j'ai un bac +8 en fait, j'ai un doctorat d'informatique, même si dans les faits, c'est juste un master. Parce qu'en fait, j'ai fait une licence et je suis arrivé ici en France et on m'a dit à ce moment-là, tu vois, l'administratif, je me prends en pleine tronche ce côté, non, mais en fait, votre diplôme, c'est pas valide par rapport à l'État français. Donc, si vous voulez, vous pouvez, mais vous devez recommencer dès le départ. Donc, je me retrouve à me recommencer dès le départ, en fait, par rapport à ça, avec tout ce bagage, tu vois, contextuel. Et je recommence. Et c'est vraiment cette notion de persévérance, en fait, de se dire, OK, j'ai pas réussi, parce que je me suis complètement craqué l'année d'après, tu vois, par exemple, c'est rien que cet aspect fac, où t'arrives et puis 5 minutes, tout le monde est là, 5 minutes, tout le monde est parti, en fait. Et toi, t'es là, mais comment ils savent où c'est où les salles, en fait? Le mec est vraiment paumé, quoi, tu vois. C'est waouh, ils sont tous partis, en fait. Et c'est vraiment très dur. Et donc, j'ai repiqué mon année. Et cette persévérance de se dire, non, mais ils m'auront pas 2 fois. Et puis, je sais bosser. Et du coup, j'étais un rat des bibliothèques. Et puis, tu vois, tu bosses. Et puis, tu bosses. Et à force de persévérer, tu y arrives, en fait. Finalement, tu as réussi à t'adapter un peu par la force des choses. Exactement. À force de te heurter à des murs à gauche à droite que tu ne voyais pas venir. Exactement. C'est exactement ça, en fait. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose qui amène de la confiance quand tu avances dans la vie, de se dire, peu importe ce qui va arriver, on saura s'adapter, en fait. Parce que tu as vécu des expériences et tu sais être résilient. Donc, être résilient, c'est apprendre des choses par rapport à ça. Et ne serait-ce que la première chose que tu apprends, c'est, on est toujours là.
Et tu vois, ça veut dire qu'on a réussi à s'adapter en fait dans le truc et on arrive à apprécier le petit oiseau qui est juste derrière toi, Olivier, là, qui est juste magnifique en fait. Il y avait tellement de couleurs que je le voyais même pas. Mais oui, effectivement. Mais c'est vrai que quand on parle d'adaptation, finalement, c'est ça ce que moi je mets derrière changement, c'est cette capacité à prendre des décisions, de passer à l'action pour un objectif particulier qui est de répondre aux besoins du moment, quoi. Et c'est vrai que quand tu es étranger, que tu arrives dans un autre pays, je pense que c'est de l'adaptation à l'extrême. Parce que non seulement tu dois t'adapter à de nouvelles personnes, à une nouvelle culture, mais aussi à un système qui est totalement différent. Et là, rien que le système d'heures est intéressant de voir quand même que ça existe. Comment est-ce que tu en arrives à avoir ton premier job ? J'ai envie de dire métro boulot dodo, mais encore une fois, mode persévérance. Parce que tu te rends compte que tu arrives dans un système non seulement qui est élitiste, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de copinage et de... Avec le recul, avec l'âge, j'ai appris le mot capital social. Capital social. Voilà, comme quoi, même si tu as le capital financier, si tu n'as pas le bon capital social, tu rentres pas dans un espèce de clan de ceux qui trouvent les stages facilement, par exemple. Donc, donc voilà, donc j'ai pas trouvé de stage facilement. C'était dans la souffrance. J'ai trouvé mon stage, je l'ai fait. Mais tu te rends compte que quand c'est dans l'informatique, mais j'ai fait mon stage dans l'informatique de gestion. Donc arrive à ce moment-là ce paradoxe de se dire, cool, j'ai un stage, mais mince, c'est le truc que j'ai quitté à Mada, que je ne voulais pas faire. Et je me suis dit à l'instant, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui revient là. Et du coup, moi, mon truc à ce moment-là, c'était pourvu qu'ils ne me disent pas, on te garde pour le job. Avec toute l'insécurité qui vient derrière après, tu vois, toute cette insouciance derrière. Et en effet, c'était vraiment une insouciance. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Parce qu'à un moment donné, il y a une opportunité, un capital social, un potentiel capital social qui s'est ouverte, que j'ai pas saisi. Et du coup, derrière, tout de suite, tu sors deux rames, en fait. Allez, une à gauche, une à droite, et hop, tu continues et tu commences à ramer, quoi. Et donc, le job, c'était... à ce moment-là, pendant que tout le monde cherchait, en plus c'était la récession, après les subprimes, parce que je sortais en 2009, donc récession à mort partout, en fait, gel des embauches, etc. Donc il y avait que les fils d'eux qui connaissaient quelqu'un qui arrivait à trouver vraiment les stages, quoi, ou les super bons, en fait. Et à ce moment-là, arrive ce côté, ce qu'il y a, c'est un CDD. Et ce qu'il y a, c'est le CDD à la fac, en fait. S'ouvrait à moi, du coup, le champ de soit faire un doctorat, soit accepter le CDD. Mais il n'y avait pas de CDI. Pendant que tout le monde à côté signait des CDI, tu sais. Et toi, tu étais là, ok. Et tu prends des risques, tu dis, je prends le CDD. Et j'ai pris le CDD à l'université. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise parce que ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance, recherche, craft, l'agilité par rapport à tout ça et le test. Parce que c'est ce qu'on attendait de moi. À ce moment-là, c'était de tester, mettre une batterie de test pour tous les recherches, des travaux des maîtres de conférences, et les chercheurs et doctorants et tout ça. Eux, la rigueur, alors. De la rigueur, voilà, parce qu'eux, ils font pas de tests, en fait, ils lancent des expérimentations plein, ils ont pas le temps. Et du coup, toi, en tant qu'ingénieur de recherche, ton job, c'est de stabiliser tout ça, en fait. Et c'était super formateur. Je conseille à tout le monde en fait de faire ce CDD-là parce que finalement, alors peut-être que je suis arrivé dans une super équipe qui fait ça aussi, coucou Triskel, parce que c'est vraiment mon premier job et j'ai vraiment kiffé faire ce job-là, quoi. Donc je l'ai fait 2 ans, CDD, et après vient toujours ce côté CDI, quoi. Donc après, effectivement, tu cherches autre chose quand même, au bout d'un moment. C'est ça, au bout d'un moment, on me fait comprendre parce que je kiffais tellement le job. Tu vois, et à ce temps-là, le job, il y avait déjà des conférences dedans que tu suivais, que tu étais amené à faire des séminaires, des confs, machin, à Saint-Malo. Tu vois, c'était vraiment un univers riche. Et c'est peut-être d'ailleurs la source des conférences que je fais, tout ça, qui m'anime toujours. En fait, c'est le partage entre sachants ou experts ou peu importe. En fait, tu viens là et tu captes ce que tu peux capter, tu apportes ce que tu peux apporter. Tu vois, les sémages en mode abeille. Et c'était vraiment ça, c'est 2 ans que je fais à l'IRISA INRIA de Rennes, l'équipe Triskel. Franchement, ça m'a transcendé. Et on m'a fait comprendre. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire ce grand écart? Parce qu'à ce moment-là, tu vois, il te fallait un CDI parce que métro, boulot, dodo, tous les gens, voilà. Et puis au bout du moment, il y a un CDI qui sourit, mais c'est une ESN. Et moi, insouciamment, je me suis dit, mais c'est un CDI. Et les gens, ils me disent, t'es vraiment sûr? On m'a fait comprendre qu'il est temps que tu cherches. Parce que ton CDD va se terminer dans, je crois que c'était 8 mois ou 9 mois. Mais tu vois, 8 mois, 9 mois, c'était encore loin, tu vois. Mais on m'a dit, c'est là. Et à ce moment-là, c'était une ESN. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai dit, banco, j'ai trouvé. Et les gens, ils disaient, mais t'es vraiment sûr de vouloir faire ce grand écart
J'ai jamais, à ce moment-là, j'ai pas... Tu comprends pas forcément pourquoi, non, ouais. choc de culture, parce que c'est pas dans ma culture du tout. Moi, c'était, non, c'est un CDI. Moi, j'ai annoncé ça à ma famille. Ma famille, tu vois, c'était champagne. C'était, waouh, t'as un CDI, garçon, au bout de toute cette souffrance de CDD. Et là, à ce moment-là, tu te confrontes un peu à la réalité, comme quoi, ah ouais, et tu manges une deuxième réalité, donc persévérance. Donc, tu vois, c'est vraiment persévérance que je retiens de Persévérance, tout ouais, ça. c'est vraiment un terme. Et du coup, dans cette ESN, donc là, c'est ta deuxième grosse expérience de ce que je comprends. C'est à Ouais. quel endroit? T'es déjà dans la région de Rennes ou est-ce que... Oui. Parce qu'en fait, donc le job à l'IRESA INRIA, c'était à Rennes. Donc j'étais déjà à Rennes. En fait, j'étais installé à Rennes. Mon dernier master, en fait, je l'ai pas pris à l'INSA, mais je l'ai fait en ce temps-là, ça s'appelait IFSIC. Maintenant, je crois que c'est un autre nom, en fait. Voilà. Et je sors de là. Et dans cette ESN, en fait, elle était à Rennes, mais l'émission se faisait à Saint-Brieuc. Ouais, ok. Donc, quasiment tous les jours, il y avait peu encore de télétravail, au sens où le télétravail, c'est d'agence en agence. Et ça s'est vraiment mis au bout de... Tu vois, j'étais resté là-bas 1 an et demi ou 2 ans, à Saint-Brieuc. Et en fait, le 1 an et demi que j'ai passé là-bas, finalement, c'est quoi, les derniers 3 mois où je pouvais vraiment télétravailler de l'agence à Rennes, en fait. Mais Ouais, autrement, je vois. c'était train tous les jours, aller-retour. Ouais, donc pas mal de trajets quand même. Ah oui. C'est mon grande histoire d'amour avec la SNCF à ce moment-là, tu Ah vois. ouais. J'en ai connu des vertes et des pas mûres. Ouais, je comprends, ouais. Ouais. Et donc, dans toutes ces aventures que tu as eues jusque-là, en tout cas, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as dû persévérer toujours seul ou est-ce que tu as réussi à t'appuyer sur des personnes que tu as rencontrées en particulier? En fait, d'abord, ça démarre seul. Ouais, Et en partageant, là, tu te rends compte, en fait, de cette formidable valeur française qui est la solidarité. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Pourtant, c'est d'une beauté, mais... alors, s'il y en a qui sont sceptiques ou qui se disent c'est pas OK, c'est que moi, de mon œil externe, en fait, extérieur, par rapport à toute cette culture, quand je vois ce qui se passe quand vous faites des déménagements, waouh! Parce que le déménagement, enfin, il y a toujours du monde, en fait, tu vois. C'est rare. Les gens peuvent ne pas être là tout le temps, tu vois, tout le long du déménagement, ou les proches, mais il y a toujours, en fait. Et tu vois, c'est cette solidarité, elle existe et elle est juste sous-valorisée. Mais elle existe vraiment, et c'est ça qui fait que la France est la France. Parce que de ce que moi je vois, c'est rare que, tu vois, ce soit juste une aventure solo, en fait. Donc c'est peut-être ça, cette notion de capital social, pour dire, attends, t'as pas encore trouvé les bonnes personnes. ouais. Tu vois, il y a souvent j'entends ça, non, mais c'est normal, t'as pas encore trouvé les bonnes personnes. Donc, tu vois, ça m'incite encore à plus de persévérance, mais c'est vraiment ce côté, non, j'ai jamais été seul, en fait, dans cette aventure. Et tu vois, rien que là, ce qu'on vit là, toi et moi, tu vois, par exemple, c'est vraiment cette notion de je suis pas seul sur le chemin. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, dans tout ça, de savoir que je suis pas seul. Donc, dans la première partie de ma vie, j'étais dans une famille aimante. Dans la transition entre les deux, c'était de savoir que eux, ils étaient là, parce qu'ils étaient tout le temps là. En fait, ma famille, je savais que je pouvais, tu vois, Même s'ils étaient lointains. même s'ils ouais. étaient lointains, on s'est fixé la règle de tous les dimanches, il y a un call de au moins 1 heure, en fait, à se faire pour se raconter sa semaine. Donc, tu vois, il y a toujours cette présence, en fait, et on a essayé de maintenir ça tant bien que mal tout du long, tu vois. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours une relation forte. Et après, tu vois, petit à petit, j'ai retrouvé toute la communauté agile où il y a des formidables personnes, en fait, qui m'ont accompagné, m'ont guidé, m'ont mentoré. Et c'est chouette. Il y a ce côté, la solidarité, je la retrouve aussi là-dedans, en fait. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Et justement, comment est-ce que tu pars de là, ce que tu es en train de nous raconter, donc le nouveau CDI, ESN et les trajets interminables, à créer une conf telle que tu l'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin et justement, qu'est-ce que tu as voulu faire passer dans cette conférence que moi j'évoque comme ça, comme si tout le monde savait ce que c'était, mais justement, on va en arriver pour rentrer un peu plus sur les éléments de détail et peut-être le message que tu voulais faire passer. Mais c'est quoi ce trajet qui nous amène à ça? Ce trajet, c'est comment réussir, finalement, par rapport à toute cette histoire, en fait, que je vous raconte depuis le début, même avec le chien, tu vois, qui fait le lien. Oui. C'est de se dire, comment est-ce que tu réussis à transformer une histoire a priori négative, tu vois, un narratif qui semble négatif au premier abord, à quelque chose qui soit positif, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation, et cette transformation, elle m'anime partout dans mon job où j'ai un produit et finalement, le challenge, c'est de réussir à faire de 0 à 1, en fait, tu vois, de 0 à 1, que ce soit des utilisateurs que tu acquiers ou de 0 à 1 pour, il y a une souffrance quelque part et puis tout d'un coup, tu enlèves cette souffrance chez l'utilisateur et tu le vois satisfait, tu vois, il y a toujours cette histoire-là.
Et finalement, quelque part, c'est ça que je voulais retranscrire dans la conf. J'ai voulu faire une ode à la vie, à l'analogique. Et tu vois, c'est vraiment à l'altruisme, en fait. Tu vois, c'est ce côté l'autre. Parce que il y a toujours cette notion de, ouais, bah, c'est l'autre, quoi, tu vois. Et tu vois, toujours l'autre, il est toujours, bof, c'est l'autre, quoi, tu vois, Ouais. tu vois. On est toujours le con d'un autre, en fait, tu Tout vois. à fait. C'est à chaque fois. Et je voulais vraiment prendre ce contre-pied par rapport à ça, mais pas juste prendre le contre-pied pour aller râler, tu vois, parce qu'il y a dans cette culture française que j'ai acquis, cette notion de je sais maintenant râler, tu vois. Tu as développé une compétence. Oui, exactement. Je sais maintenant râler. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, à un moment donné, on faisait une rétro et je disais, non, mais les gens, c'est là qu'il faut râler. Là. Là maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est le moment, en fait. C'est pas dans les daily qu'on fait quand on fait le daily. Là, tu es factuel. Là, par contre, en rétro, là, c'est le moment de râler, tu vois. Et en fait, c'est vraiment cette notion de, je voulais faire quelque chose où on va pas juste râler. Et le déclencheur, c'est coucou Juliette, c'est vraiment Juliette Lorenz en fait qui me fait ce feedback à Bordeaux. En fait, il y a deux, parce que comme je disais, il y a toujours des éléments déclencheurs en fait dans le truc. C'est qu'avant de parler du feedback de Juliette, je me retrouve à Grenoble. À Grenoble, ils ont un forum ouvert qui est génial, juste. Je fais un forum ouvert et à ce moment, dans le forum ouvert, je lance un sujet qui est quelque chose comme l'agilité et le changement climatique, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, etc., etc. Et du coup, ce qui est fabuleux dans les forums ouverts, c'est que t'entends, tu poses ta session et tu vas voir à la salle après l'heure arrivée et puis tu prends avec les bonnes personnes qui sont là en fait. Et à ce moment-là, je me retrouve tout seul, personne. Et là, je me prends un choc de culture en me disant putain, c'est ça le forum ouvert. Ah bah ça, ouais. Tu vois. Et du coup, il y a une personne de l'organisation qui passe et avec qui du coup j'échange, qui me dit ah ouais non mais ouais bah c'est ça le jeu aussi du truc parce que c'est ouvert et du coup voilà quoi. Donc je vous passe les détails, on peut s'attarder dessus. Mais ça, c'est le premier élément déclencheur en me disant waouh. Et du coup, quand je vois Juliette Gilles Tour Bordeaux, je fais ma conf. Les gens ils trouvent génial. Moi, je repars avec plein de doutes en mode c'est pas ok du tout en fait. Et j'en parle à Juliette en fait. Je lui dis mais c'est pas ok du tout. Et puis en plus, ça fait écho à Grenoble ou tu vois. Donc je racontais Grenoble. Une certaine solitude finalement. Voilà, ouais. exactement, tu vois. Et là, Juliette elle dit mais de toute façon, le truc c'est que si ton contenu est chiant et que tu l'amènes de manière chiante, forcément, les gens vont pas adhérer, en fait. Et tu vois, ce déclic-là, à ce moment-là, il est tellement puissant. Bon, sur le moment, c'est dur à avaler la pilule, tu vois. Et c'est pas vraiment les termes qu'elle a utilisés, mais c'est ma perception à ce moment-là c'est le sens que ça t'a donné, en tout cas. C'est le sens que ça m'a donné. Et à ce moment-là, ça provoque un tel déclic en me disant, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une conf ne soit pas chiante, en fait? Et tout d'un coup, tu vois, je commence à me questionner autour de tout ça, autour de, finalement, si tu amènes un expérientiel dans le truc, et tout d'un coup, je me rends compte que, finalement, une conf n'est intéressante que quand il y a de l'interaction. Et finalement, je me rends compte, tu vois, que ce n'est plus une conf, mais ce n'est pas un atelier non plus, mais c'est entre les deux, tu vois. Et tout d'un coup, j'aime bien ce côté entre les deux parce que ça fait un peu moi entre mes deux cultures malgaches, françaises. Tu vois, ça représente moi. En fait, et tout d'un coup, tu vois, il y a une espèce de moi qui rentre dedans, cette espèce de trait d'union, tu vois. Et c'est comme ça que naît cette conférence. Et du coup, l'idée, c'est, à un moment donné, je veux donner un nom à ça, tu vois. Je trouve que expérientiel. Mais expérientiel, je me dis, ça va être encore trop fade. Qu'est-ce que, du coup, tu vois, comme un bon film, en fait, comment est-ce que tu peux faire un teaser? Je dis, tu rajoutes le côté disruptif. Ok, mais ça veut dire quoi, disruptif? Donc, ok, ils vont vivre le truc là au moment disruptif, mais juste là, comme ça, en arrivant, pour s'inspirer, pour dire, tu vas pas prendre les gens en otage pendant 1 heure ou 1h30 de keynote. Qu'est-ce qui ferait en sorte que on passe un bon moment? Et tu te rends compte, en fait, par rapport à toutes ces cultures que tu vis en toi, c'est qu'il y a une chose qui parle à tout le monde, c'est la musique. Et ça adoucit les mœurs, tu vois, c'est vraiment tout ça, quoi. Et tout d'un coup, tu te dis, tiens, est-ce qu'il y a déjà une conf qui a fait de la musique? Donc oui, il y en a, mais pas de la guitare. Et du coup, hop, je me dis, banco, je sais un peu en faire. Et c'est ça qui est rigolo parce que les gens, même toi tout à l'heure, tu pensais que je suis chanteur, tu vois, et guitariste. Et les gens, ils disent, oui, tu viens de Madagascar, donc forcément tu joues. Mais non, en fait, je joue juste un peu, tu vois. Et encore, t'as pas joué du ukulélé. c'est ça. Et à Niort, c'était génial parce qu'à Niort, il y a William, coucou William, qui m'a accompagné avec son ukulélé. Et franchement, ce sont ces moments de transcendance où tu te dis, tu proposes quelque chose et en fait, il y a quelqu'un qui répond, il y a de l'écho en fait à ce que tu proposes et ça, c'est la vraie posture de leader que je veux faire passer aussi dans cette conf-là parce que finalement, cette conf,
Je sais plus avec qui j'ai eu cette conversation qui disait mais attends, mais tu parles pas que de l'agilité en fait dedans ou que du produit dedans en fait, parce que ton compte c'est nous le produit, mais en fait il y a plein d'autres choses. Je dis bah ouais, il y a de la culture, il y a tout ce qui nous fait de nous humains. Et le message, si tu veux, parce que j'ai étudié ça, je me suis dit attends, il faut aussi que ce soit ancré dans quelque chose de solide en fait par rapport à ton métier de product manager, créateur de produits et tout ça. En fait, comment est-ce que tu ancres cette keynote dans entre guillemets, ta ligne éditoriale. Et en fait, finalement, c'est vraiment ça le message aussi, c'est de se dire, au-delà du côté altruiste, c'est aussi ce côté, tous les produits qu'on fait, c'est émotionnel en fait. Ça ramène à l'humain. C'est-à-dire que, je sais plus, il y a des études qui ont fait ça, comme quoi le déclencheur d'achat, par exemple, face à un produit, c'est pas la logique de la tête, c'est pas la logique rationnelle, c'est pas de se dire oui, parce que c'est moins cher, etc., etc. Non, c'est l'émotion qui te traverse à ce moment-là, qui te pousse à sortir la carte ou pas. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est de toute manière, ton produit, à partir du moment où il va faire déclencher des émotions. Parce que s'il y a un bug, il y a une frustration. Si tu as facilité la vie des gens, il y aura une satisfaction, il y aura, tu vois, ce ah. Donc finalement, c'est ça. Le produit, c'est de l'émotion, c'est de l'humain en fait. Et donc du coup, tu vois, c'est un peu ce contre-pied à tout ce côté rendre tout lisse, tout propre, tout parfait, tout en questionnant notre droit à l'erreur, tu vois, par exemple. Comme quoi, est-ce qu'on a vraiment droit à l'erreur, en fait? Ce ne sera pas tout lisse, ce ne sera pas tout parfait, so what? Et c'est OK. C'est ça que je trouve effectivement beau dans justement ce que tu proposes, c'est qu'il y a une acceptation que tout ne sera pas tout droit, tout beau, mais en fait, c'est OK, et c'est ce qui humanise énormément la chose. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, des fois, tout est un peu parfait, même si, bon, c'est vrai que tu vois quand même quand c'est pas parfait, mais il y a cette vision on en oublie de c'est quoi, en fait, être humain. C'est être parfait dans notre imperfection, mais c'est surtout apprécier les limites que l'on peut avoir pour justement partager et faire que justement on soit plus grand ensemble. Et je trouve que c'est ce truc-là que tu réussis à faire passer, au sens où même, tu l'as dit à Niort, tu étais seul au début, oui, mais tu n'étais pas seul à la fin. Exactement. Et je trouve que c'est ça la beauté de cette capacité à créer une cohésion, à créer un mouvement, parce qu'au final, le changement, c'est un peu ça. Hein. Tout à fait. Cette dimension de comment est-ce que je passe d'un endroit à un autre et comment le chemin, finalement, est aussi appréciable que le résultat. En tout cas, moi, c'est ça que j'entends beaucoup. Et c'est vrai que la dimension émotionnelle est très forte. Ça m'a fait penser, quand tu parlais de ça, il y a une image qu'on donne souvent à ça. En tout cas, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Switch. Je ne sais pas si tu l'as lu. J'ai entendu parler. Ouais. Et en fait, il y a une métaphore que j'avais beaucoup aimée, moi, dans ce bouquin-là, qui était la métaphore du guide et de l'éléphant. Et de dire qu'en fait, quand tu veux prendre une décision, tu imagines que tu as deux éléments qui t'aident à prendre cette décision-là. Tu as le guide et l'éléphant. D'accord. Et tu imagines bien que le guide, il est tout petit en haut sur l'éléphant et il essaye de guider l'éléphant. Mais quand l'éléphant, il veut vraiment aller quelque part, oui, grosso modo, tu peux pas y faire grand-chose. Oui. Et en fait, l'éléphant, c'est cette dimension émotionnelle qui est très forte. Et généralement, effectivement, dans une culture telle que la nôtre, où on veut que tout soit scientifique parce que ça nous rassure, en réalité, la théorisation de tout ce qu'on fait n'est qu'une manière de nous rassurer pour nous dire, on peut prévoir les choses, maintenant, on peut éviter les risques, on peut éviter de se tromper, surtout. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plein de tentatives, c'est plein d'hypothèses. Et si on accepte que l'échec ou l'apprentissage, si on le dit autrement, fait partie du jeu, rien n'est si grave que ça. Exactement. Et on a même, j'ai envie de dire, un formidable terrain de jeu, parce que nous, nos expérimentations, au pire, tu crées une boucle infinie, tu rebootes la machine, et voilà, ça repart, quoi. On n'est pas en train de sauver des vies. Donc, tu vois, c'est dans l'IT, je trouve qu'on a ce confort-là que souvent on oublie, en fait. Et que souvent, tu vois, je sais plus, mais il y a des gens que j'adore et qui kiffent et qui, tu vois, il faut qu'on apprenne à savoir se lâcher la grappe nous-mêmes, en fait. Oui, il y a un peu d'humilité à avoir aussi, je pense. Exactement, beaucoup. Parce qu'en fait, après, ça se comprend culturellement. Parce que tu vois, c'est la culture des sachants, pays des Lumières. Tu vois, il y a cette notion de faut que tu aies appris le diplôme. Bon, c'est à double tranchant parce que tout d'un coup, c'est le travers de tout ce qu'on vit. Hein. Et finalement, cette forme d'humilité par rapport aux différentes erreurs que tu as fait, de les reconnaître et de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on apprend de ça et comment on persévère. C'est-à-dire qu'on va pas abandonner, en fait, mais comment on persévère, en fait, là-dedans, quoi. Tu vois, c'est vraiment à ça que ça me fait écho, en fait. Mais tu vois, ça peut se comprendre, ce côté, cette volonté de trouver la théorie qui résout tout.
Mais C'est ça, voilà, la théorie du monde. Exactement. Mais au-delà du fait, et ça par contre, faut surtout pas l'enlever, parce que souvent on l'oublie, et c'est ce que je ramène aussi dans cette keynote, c'est la démarche scientifique. C'est de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on lance des hypothèses, on va valider ces hypothèses-là, on va les tester, on va documenter ce qu'on a observé, et riche de ça, hop, on relance une autre hypothèse. Le cycle en fait continue quoi. Donc après tu appelles comme tu veux. Est-ce que c'est du BDCA agile? Est-ce que c'est de la discovery dans le produit? Mais c'est exactement ça. Tu formules des hypothèses, une démarche scientifique. Par contre, tu vois, et là c'est important d'avoir ce savoir-faire là, de faire des démarches scientifiques en fait, d'aller tu vois documenter les choses quand il faut vraiment documenter les choses et pas juste dire c'est dans la tête d'un tel, tu vois. Et là je me regarde dans le miroir aussi en me disant parce que souvent je le fais, tu vois, ce côté oui c'est dans ma tête et il faut que ça sorte de ma tête, tu vois. Et après, je déculpabilise, tu vois, avec ce côté, non, mais on reste humain, en fait. Et tu vois, cette humilité de se dire, bah, de toute façon, je sais pas tout non plus. C'est que mon point de vue. C'est juste un point de vue à challenger, quoi. Je te l'ai sorti ça en plus quand on l'a. Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'est justement le fait que même si tu as une démarche dite scientifique, moi, c'est vrai que la critique que j'ai aux personnes qui s'appuient trop sur ça, en tout cas sur le monde de la science ou tout ça, c'est qu'on a l'impression derrière qu'il y a une vérité qui va émerger. Alors qu'en réalité, c'est rarement le cas. C'est-à-dire qu'il y a une vérité contextuelle et temporellement vraie, mais c'est jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Et je pense que c'est ça, des fois, qui manque de justesse. Et le terme est vraiment important parce que du coup, on peut toujours en faire plus, avoir l'exactitude, chercher l'excellence, par exemple. Moi, c'est des choses que je sais étaient importantes pour moi avant. Mais en vrai, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'être excellent dans tout? Peut-être pas. Peut-être qu'on a juste besoin d'être juste. Tout simplement parce que avec la justesse, on réussit à toucher au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je suis en train de développer une conférence là actuellement qui est le perfectionnisme versus l'excellence. Et toi, tu rajoutes une autre dimension, l'excellence versus la justesse. Parce que dans ce que ça fait complètement écho à ce que tu dis, moi, ce que je suis en train d'observer, en tout cas, c'est finalement, c'est cette recherche de perfection qui foire le monde, en fait, qui foire tout. Parce que finalement, tu vois, c'est les vacances parfaites, le job parfait, le salaire parfait. La silhouette parfaite. Exactement, à chercher toujours plus. Ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Tout à fait. Et tu vois, c'est ce côté, le perfectionnement qui nous rend esclaves. Donc, tu vois, je sais pas moi, on est esclave du téléphone, on est esclave de la technologie, exactement, tu vois, pas forcément, mais aussi du côté historique en fait de ce terme-là. Mais ce terme-là est vraiment à propos à ce niveau-là. J'arrive mieux à le dire avec ma culture anglaise, pardon. Mais tu vois, c'est le côté perfectionnisme, which is enslaving. Du coup, ça rend esclave en fait ce perfectionnisme. Et par contre, versus, ouais, merci. Je crois que le terme est bien. C'est très bien. Versus à côté l'excellence qui libère. Et moi, je mettais dans l'excellence qui libère cette notion, tu vois, de mon excellence aujourd'hui n'est pas mon excellence de demain. C'est-à-dire, je fais de mon mieux, c'est mon excellent à ce niveau-là, tu vois. Et c'est là où ça fait écho à ce que tu dis, comme quoi, c'est même pas ça, c'est la justesse, en fait. En fait, l'excellent d'aujourd'hui, c'est ce qui est suffisant. Exactement, exactement. Et c'est ça qui amène cette notion de justesse, en fait. C'est juste parce que, à aujourd'hui, on va pas aller chercher plus et on prend ce qui est suffisant. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que du coup, plutôt que de chercher toujours plus, quand tu sais ce qui est suffisant ou ce qui est juste, c'est-à-dire que tu as eu une réflexion sur quels étaient tes besoins et quels sont tes objectifs. Et il y a un respect aussi des ressources que tu as. Ce qui est en fait très au cœur du monde d'aujourd'hui, où on essaye justement de faire moins généralement pour faire mieux, alors qu'il y a tout un mouvement encore derrière, souvent technologique d'ailleurs, qui veut toujours faire plus. Oui. Et c'est difficile, hein. Il y a toujours ces deux mouvements contre lesquels il faut réussir à se battre et c'est pas toujours évident. Il y a une question que je voulais te poser pour, on va dire, boucler la boucle de ce sujet de la conférence. C'est, j'en avais parlé tout à l'heure, moi, fut un temps, j'avais vu sur LinkedIn d'un coup que tu as eu un événement particulier. Voilà, c'est pas forcément les détails que je trouve intéressants, mais du coup, il y a eu cet événement-là où je t'ai vu disparaître. Et justement, quand il y a eu cette conf qui est revenue, j'ai eu l'impression d'avoir un nouveau Yad. Et je serais curieux de savoir, au-delà encore une fois de l'expérience en question, qui n'est pas forcément le cœur de ma question, mais qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris et que tu as injecté en fait dans finalement ce produit artistique qu'est cette conférence-là? J'ai changé de lunettes.
T'as changé de lunettes. Et ben voilà, très bien. Maintenant, je sais. Mais au-delà ça a l'air d'être une blague, mais je vois mieux le monde maintenant. Ouais. Et du coup, dans ce côté, je vois mieux le monde, il y a en effet cette notion de là, j'ai cherché la perfection. Alors que il aurait été plus judicieux de trouver le suffisant. Et finalement, c'est ce que j'emmène dans cette keynote, de se dire, et je le dis dans la keynote en fait, je raconte les détails, du coup un peu de détails de tout ça finalement dans cette keynote-là, sans trop teaser, mais je raconte cette notion de la quête du toujours plus va t'emmener à une espèce de crise identitaire tôt ou tard. Et tôt ou tard, quand cette crise identitaire elle te frappe, eh ben ça peut être très dévastateur en fait. Et ça a été le cas pour moi en fait. C'est à un moment donné, tu vois, tu arrives à ce questionnement de se dire qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es malgache? Est-ce que tu es vraiment product? Est-ce que tu es techos? Est-ce que, tu vois, parce que voilà, à un moment donné, tu vois, ça peut être très violent de se dire merde, je ne sais plus qui je suis en fait. Et pourtant, la réponse, elle est tellement simple. Je suis un humain. Tout à l'heure, tu m'as demandé de me présenter, j'aurais dû commencer. Et je dis, commence mes conférences par ça. Et d'ailleurs, c'est ça. Je dis, j'arrive et j'aimerais me présenter ici comme un humain, parmi vous. Parmi vous. Et la réponse, elle est tellement là pourtant. Et qu'est-ce qui fait qu'on nous sommes humains? C'est cette notion de équilibre entre inspirer, expirer. Du coup, ça m'amène toute cette notion d'équilibre qu'on parlait plein de fois, que je parle souvent, même dans les livres que j'écris. Et cette notion d'émotion, d'acceptation de chaque émotion, en fait. Comme tu dis, plus ou moins, positif ou négatif, tu l'accueilles, c'est ton émotion. Et c'est vrai que j'aime bien ce que tu amènes autour de la dimension identitaire, parce que j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup ça dans le monde du changement de manière générale, ou de la transformation, parce que souvent on l'amène de manière intellectuelle et mentale, ce qui fait que, entre guillemets, ça vend parce que c'est sécurisant. Oui. J'ai l'impression de voir le résultat, tout est bien huilé, tout est bien scientifique, donc tout est bien protégé, barricadé. Alors qu'en réalité, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que derrière ça, il y a des gens, des êtres humains, qui vont vivre ça beaucoup plus émotionnellement. Oui. Et qui dit émotionnellement, dit remise en question identitaire derrière. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi si ce truc-là change? Qui je suis du coup si je change d'étiquette? Est-ce que je saurais faire ce qu'on me demande de faire? Donc, domaine d'appétence, domaine de compétence. Et effectivement, cette dimension identitaire est souvent mise de côté. Et j'ai l'impression que dans cette période que tu as eue, donc, qui pour moi était un petit noir. Oui, très gros noir. Très gros noir en tout cas. Où justement il y a une absence. C'est peut-être ça que tu as retrouvé. C'est peut-être que tu t'es retrouvé toi-même. Carrément. En fait, au sens où... En fait, je me suis rendu compte, cette période noire, que dans tous les moments de persévérance que j'ai, je ne me suis jamais arrêté. Parce que je n'ai pas eu le choix. Ouais. Donc, quand tu n'as pas le choix, tu vois, c'est un peu marche ou crève. Tu marches, en fait. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai tout le temps marché. Et tout du long, j'ai eu la chance d'avoir été accompagné par des personnes formidables. Et à un moment donné, quand les personnes ne sont plus, ou que par une histoire, les relations se tendent ou n'existent plus, tout d'un coup, tu te retrouves dans une espèce de solitude où, en effet, quand tout est noir, quoi. Tu as du mal à retrouver, tu vois, je sais plus avec qui j'en parlais, mais où j'ai entendu ça quelque part, sûrement peut-être un de tes podcasts, mais en tout cas, c'est dans mon cerveau, mais je sais pas le retranscrire. C'est quand tu es au fond du sac, tu ne vois plus le sac, en fait. Tu es dans le noir. Et du coup, pour se dire c'est possible de retrouver le machin, c'est dur, en fait. Et c'est là où je me suis retrouvé sur ce côté, tu respires, donc tu es humain. Donc tout ça, c'est OK, en fait. Tu es juste en train de respirer. Respire. Tu vois, ça fait la chanson de Mickey 3D, tu vois. Faut que tu respires. Et c'est pas rien de le dire. On va pas. Mais oui. Et dedans, tu m'as complètement perturbé. Excuse-moi. Mais c'est génial. C'est génial. Il faut que tu respires, du coup, voilà. dans le sac. Exactement. Et le truc, tu vois, ce côté à cœur vaillant, rien d'impossible. Tout d'un coup, ça fait écho à ce moment-là, des racines que tu as. Tu te dis, en fait, écoute ton cœur. Qu'est-ce que donc ton cœur? Et c'est à ce moment-là, tu vois, c'est un peu cette notion de, il y a une souffrance. Et puis, ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Il te dit, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime donner des conférences, en fait. Et bordel, qu'est-ce que c'est génial! Et tout d'un coup, tu vois, non pas, parce que les gens, souvent, ils disent, ouais, c'est pour te faire mousser, tu vois. Ça y est, tu vas aller te faire mousser. Et en fait, on passe à côté du vrai changement. C'est-à-dire que le changement, c'est de voir une salle, comprendre le message,
ça n'a pas de valeur en fait, tu vois. C'est voir les étincelles, les lumières qui s'allument et partir d'être tout seul leader à plein de leaders et t'es là, waouh, tu vois. Et c'est ça le vrai truc en fait, tu vois. Là, tu te rends compte ce que ça veut dire que d'être humain. C'est qu'en fait, Oui. être humain, ça n'a pas trop de sens si on est seul. Exactement. C'est vraiment ça, comme quoi tu peux avoir ton capital financier, tu vois, mais si t'as personne pour le partager, bah, ça n'a pas vraiment trop de sens. Et c'est là où tu te rends compte que même si tu as juste peu un verre d'eau, mais que tu partages ce verre d'eau, tu vois, et ben finalement, ça rend une relation possible. Ça va nourrir quelque chose, en fait. Et c'est vraiment ça que je retrouve, moi, dans les conférences, cette notion de partage, en fait. Et bien sûr, actuellement, tu vois, c'est vraiment très décrié. Je trouve ça triste parce que finalement, on perd ce côté, la racine même de l'humain, en fait, finalement. Tu vois, cette notion de qu'est-ce qui fait civilisation? C'est ce côté partager un quelque chose, peu importe le quelque chose, un endroit, une façon de faire, des valeurs, tu vois, des trucs comme ça, en fait. Et c'est ça que je trouve qu'on perd face à un capital financier, juste financier. Ouais, et je pense qu'il y a, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il y a une dimension de consommation qui se rajoute à ça. Parce que du coup, dans une conférence, l'intérêt, c'est qu'il y ait un retour. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que être sur la scène, ok, il y a la lumière sur nous, très bien, je me mets dedans parce que du coup, je fais aussi des conférences, mais en fait, ça n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas les gens et s'il n'y avait pas des regards, des sourires, des hochements de tête, positifs ou négatifs, mais des réactions en fait. Complètement. Et du coup, quand tu partages que tu es sur la scène, il faut se rendre compte en fait que derrière ça, c'est une interaction qu'on cherche à avoir. D'où le fait que, je suppose, mais en tout cas moi c'est le cas, faire une conférence à distance où il n'y a que moi derrière mon écran et puis ensuite même un chat, un truc comme ça à côté, des fois je ne le vois pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en réalité pour moi. Au-delà de l'exercice que j'aime bien pour partager des choses, mais faites pas avoir de conversation après. Moi, ce que je raconte, c'est pas une vérité. Et je suppose que toi, c'est pareil. Toi, ce que tu racontes, c'est une expérience, c'est ton point de vue sur une chose. C'est ça. Mais qui est amené à avoir une deuxième conversation derrière. Tout à fait. Donc, quand tu as toutes les personnes qui se barrent parce qu'il y a une autre conf qui arrive après, du coup, tu perds presque tout l'intérêt de la conférence parce que tu dis, ok, mais du coup, moi, je voulais parler avec vous. Mais si vous êtes parti, vous faites comment? Oui, donc c'est un peu un appel du pied aux organisateurs de conférences, comme quoi il y a des conférences, ça existe, où il y a vraiment 25 minutes entre chaque conférence. Et tu vois, ça te permet d'aller interagir avec les gens, de recueillir, ah ouais, toi tu vois ça comme ça, moi j'aurais vu ça comme ça. Et d'un coup, tu vois, tu t'enrichis de la vision de l'autre en fait. Mais c'est là où, tu vois, quand je parle de consommation, c'est aussi un exercice qui est dur et qui est dur à changer. C'est que ça, j'en avais discuté avec certaines organisations, de se dire, ok, en fait, tu divises par 2 le nombre de conférences, à peu près, encore une fois. Mais entre chaque conférence, tu crées un espace pour chaque conférence. Oui. Ça veut dire que tu as la conférence et ensuite tu as l'espace de conversation autour du sujet de la conférence. Tout à fait. Donc potentiellement entre les participants ou avec le speaker s'il le souhaite pour justement alimenter la conversation et avoir les choses. Tout à fait. Un peu en mode forum ouvert. Exactement. Intercalaire, qui permet aux gens qui n'ont pas pu choisir, parce que du coup, des fois, tu as plein de trucs en parallèle que tu veux voir, mais d'avoir l'occasion de pouvoir aussi savoir ce qui s'est passé, etc. Mais ça veut dire, tu vois, c'est là où tu as plein de critères qui se mélangent, et je comprends que ce soit pas évident, mais on veut donner du choix, pas trop de choix, et voilà, c'est la difficulté. Mais en tout cas, en tant que conférencier, je te rejoins tout à fait, c'est d'avoir cette conversation derrière qui peut être intéressante. Maintenant, voilà. Une espèce de table ronde, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est je n'ai pas la vérité, c'est parce que j'étais sur scène que j'ai la vérité. Bien au contraire, d'ailleurs. C'est juste que moi, je pose un sujet. C'est ça. Avec une certaine conviction, une certaine humanité, en tout cas. Je pense que c'est comme ça que tu le fais. En tout cas, pas que je pense, que je le vis quand je te vois sur scène. C'est ce que moi, j'essaie de faire aussi. Et en donnant un peu de moi, du coup, en fait, j'espère avoir un peu de vous pour qu'on ait une interaction et on crée une relation, quoi. Et moi et vous, ça donne nous. Tout à fait. C'est la première lettre, mon premier mot de cette keynote, en fait. Le titre de cette keynote, c'est nous. Tout ce que tu mets après ira, en fait. C'est d'abord nous. Est-ce qu'il y a un nous? Non, mais tout à fait. Parce que je te propose, c'est que on s'arrête là. Ça marche. Même si je sais qu'on aurait pu encore partir longtemps. Mais j'ai une dernière partie dans notre épisode que j'aimerais en fait te partager. Ok. Et comme tu peux le voir, j'ai quelques petites questions. En fait, c'est des cartes. D'accord. Je ne sais pas si tu les connais d'ailleurs, mais si tu les connais pas, tu vas pas les connaître. Je les connais pas, je les ai entendues dans tes précédentes. Voilà, tu vas en découvrir quelques-unes. Oui. Et c'est marrant parce que tu vois, quand les autres, tu l'entends
qui répondent à la question, c'est pas pareil. Non, Là, c'est pas pareil. Là. Quand tu vas tomber dessus, tu vas voir. Là, c'est un peu plus inquiétant d'un coup, les 3 alignés là. Les 3 alignés. Donc effectivement, comme tu le vois, il y a 3 paquets. Parce que pour toi, je considérais que ça pouvait être intéressant d'avoir des questions sur le passé, d'accord, sur le présent et sur le futur. Ok. Donc, on va prendre d'abord ce premier paquet. Tu vas voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ce que je te propose, donc, c'est de sélectionner dans ces questions-là. Donc, on va commencer par le passé. Donc, je te laisse la retourner, nous la lire, et puis y répondre. Qu'est-ce qui te motive chaque jour qui ne dépend ni de l'argent, ni de la pression, du temps? Waouh! C'est mon 5 à 7. Ouais. Dans cette ambiguïté, entre 5 heures du matin et 7 heures du matin, c'est le moment de ma vie où ça me motive en fait. Parce que c'est le moment de ma vie où c'est le temps, il est à moi. Il n'y a pas de pression du temps, il n'y a pas de pression de l'argent parce que je suis dans mon lit, éveillé, entre 5 à 7 et je fais déborder ma créativité. Je choisis, donc là c'est vraiment, c'est pas renoncer, c'est préférer. Qu'est-ce que mon cœur préfère? Je choisis un sujet ou des sujets et je laisse mon cerveau vagabonder sur ces sujets-là de peu importe comment j'améliore ou comment je fais d'autres choses. Mais c'est mon moment 5 à 7 où à ce temps-là, par exemple, avant Rupture 12-8, c'est 5 à 7 où j'écrivais. 5 à 7 où je vais challenger mes conférences, 5 à 7 où je vais sur mon produit et réfléchir en fait où va le produit, sur moi-même, si je suis moi-même le produit, c'est quoi le sens de tout ça, Yad? 5 à 7. Mais du coup, dans tout ça, ça veut quand même dire que tu es réveillé à 5 heures du mat'. Et ça me motive, carrément. Tu vois, du coup, là, je suis dans la motivation de retrouver demain matin à 5 heures. Me retrouver cool. Avec moi-même, en fait. Je suis pas seul, je suis avec moi-même à 5 heures du matin. Et comment est-ce que je vais faire vivre ça, tu vois? C'est à moi. Super. Ce que je vais faire, si tu le veux bien, c'est que moi, je vais prendre une autre question qui est dans le passé. Comme ça, on va un peu alterner, tu vois. Une que toi, tu sélectionnes et une que moi, je sélectionne. Et tu vois, moi, je voulais vraiment que tu participes avec moi. Et donc, mais cool. Tu veux que j'y réponde? Carrément. Attends, merde. Non, moi, c'est que je vais prendre une question pour toi. Faut bien que je hack ton truc. Attends, c'est la première fois qu'on le fait en extérieur. C'est pour ça. Bon, du coup, je vais te donner les questions qui restent et je vais en sélectionner une si je veux vraiment jouer le jeu. C'est ça. Ok. C'est là où il y a un nous, tu vois. Oui, il y a un nous. Voilà. Mais après, moi, je n'avais pas prévu ces questions-là pour moi. Donc, changeons, adaptons-nous. Très bien. Bon, j'en tire une. Alors, je lis la question. Qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui pour toi qui n'en avait pas hier? Tu vois, c'est le genre de question que j'aurais bien voulu te poser, tu vois. Mais je vais donner moi ma réponse et après ouais. Alors, je ne sais pas si je triche un peu, mais je vais revenir sur un sujet qu'on a abordé. C'est le fait de faire moins. Moi, j'ai toujours été dans le faire plus avant. J'ai toujours voulu être le premier. J'ai toujours voulu être en avance. J'ai toujours voulu tous ces genres de trucs-là, quoi, tu vois. Être devant. Et en fait, de plus en plus, alors effectivement, comme tu le dis, il y a plein de facteurs qui font aussi que maintenant, je réfléchis comme ça. Mais maintenant, je travaille à faire moins pour faire mieux, faire moins pour faire bien. Et accepter des fois que je peux pas faire aussi bien que d'autres personnes ou que je serai pas le meilleur ou tel truc. Et en fait, c'est tout à fait OK. C'est top ça. J'essaie d'apprécier et donner du sens à ma propre humanité. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Cool. C'est effectivement quelque chose que vraiment avant, c'était pas du tout dans ma manière de réfléchir, quoi. Donc c'est mon tour là, c'est ça? C'est pour toi. Ouais, je vois ton regard en fait. Et c'est là où je vais te décevoir parce que j'en ai deux en fait. T'en as deux, c'est très bien. Il y a le premier, c'est le luxe. Donc avant, ça prenait des proportions d'avoir la montre luxueuse, d'avoir le luxe de ci, le luxe de ça, pour me rendre compte que finalement c'est ça qui tue le monde en fait. Finalement, c'est une recherche de perfection, tu vois. Genre, j'avais encore vu récemment, tu vois, des glaçons qu'on met dans des piscines à Dubaï, mais vraiment, quoi, vraiment. Et tu vois, tu te dis, voilà, c'est la villa de luxe, c'est le luxe, c'est d'avoir la piscine et tout, vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, et maintenant, ça n'a plus de valeur, voire même, tu vois, de temps en temps, c'est ridicule, comme l'exemple que je viens de prendre, mais il y en a tellement. Il y en a tellement dans le truc. Et de se dire que finalement, le vrai luxe, c'est cette conversation qu'on a là, toi et moi. Tu vois, et que nous avons avec l'audience qu'on aura par rapport à ça, ce seront les bonnes personnes en fait. Et tu vois, c'est ça le vrai luxe en fait, c'est d'aller se dire vas-y, on se partage un petit verre d'eau parce que tu vois, on a du soleil sur la peau, c'est chouette, tu vois, tu vois, c'est ça finalement le vrai luxe en fait que nous avons appris à oublier.
Parce Ouais, tout à qu'on a fait. appris, en fait. Tu vois, C'est ça, on a appris à faire autrement. Voilà, des petits, c'est quoi la marque de tes chaussures? Tu vois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Je veux dire, marcher pieds nus pour ressentir toutes les sensations, c'est ça le vrai luxe, en fait. Et on a oublié, tu vois. Rien que quelle est la note que tu as eue. Mais ça, c'est tout un débat, C'est encore une tout fois. un débat, ça, ouais. Quand on commence à évaluer Oui. tout ça, finalement, Par on rapport à oublie quoi qui vraiment on est. Effectivement, par rapport à quoi? Par rapport à des gens qui ont Ouais. construit quelque chose. Est-ce qu'on a eu notre mot à dire? Peut-être pas. Bref, tu vois, il y a toute cette conversation à avoir, mais malheureusement, on va pas commencer maintenant, parce que Non. sinon on va aller loin. Et donc, j'ai dit, j'en avais deux. T'en avais deux, ouais. Et le deuxième, c'est l'énergie, mon énergie. Ouais. Avant, j'ai l'énergie débordante. Ce que tu disais, Et ouais. voilà. Et quand j'ai eu le blackout, là, que tu décrivais tout à Tout à l'heure, fait. là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que, mince, la vraie valeur, c'est cette énergie, en fait. Et du coup, cette énergie, elle est à combien de pourcents? Je me la pose tout le temps. Et je la pose à mon équipe. Et je la pose pendant ma keynote, en fait, à tout le monde, en fait, en disant, recentrons-nous sur notre énergie et comment est-ce que tu en prends soin, finalement? Parce que courir après le plus de, le perfectionnement et tout ça, ça te bouffe de l'énergie. Ouais. Et pourtant, les choses comme marcher pieds nus dans l'herbe, ça te recharge en énergie, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. Ça, écouter les oiseaux, ça, c'est une mélodie qui te recharge ou qui peut te recharger en fonction de est-ce que, bon, voilà, mais tu vois, c'est cette énergie. C'est ça n'avait pas de valeur avant et ça prend maintenant toute la place centrale dans ce que je fais. Super. Je regarde juste le timing qu'on a. Ouais. Et au vu du timing qu'on a, je suis pas sûr qu'on puisse faire 2 autres questions. D'accord. Du coup, Je suis trop bavard, c'est ça? au contraire, j'aurais voulu discuter beaucoup plus avec toi. Ok, avec plaisir. On peut disrupter et faire un deuxième chapitre. Voilà, on pourra refaire un deuxième chapitre. Mais du coup, pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'il reste 2 paquets. Ok. D'accord? Il y a un paquet qui correspond plutôt à des questions sur le présent Mhm. et plutôt des questions sur le futur. Bon, tout est gagné, c'est futur. Je suis Futur, un mec ouais. du futur. Vu que tu as hacké le jeu et que du coup, je me carrément. dis que je vais essayer d'y répondre aussi, oui. au moins comme ça nous laisse de Ouais, l'espace à tous les deux exactement, avant ouais. qu'on s'arrête. Ok? Je vais te laisser choisir 2 cartes. 2. 2 cartes. Et tu décideras, donc tu nous liras les 2. Qui sera pour toi, qui sera pour moi? Alors on peut faire comme ça, voilà, si tu veux. La première, qu'aimerais-tu accomplir dans les 5 prochaines années? Et l'autre, si tu devais savoir faire quelque chose, entre parenthèses, non surnaturel, en claquant des doigts, ce serait quoi? Pourquoi? Comment tu as choisi toutes ces questions, en fait? Parce que, waouh, c'est waouh. Je les ai choisis par rapport à un ensemble de critères qui étaient extrêmement prédéfinis avant qu'on se rencontre. Non, c'est pas du tout vrai. En fait... Moi, je bois tes paroles en plus, tu vois. non, en fait, la manière dont je choisis les questions, c'est toujours par rapport aux conversations que l'on a avant qu'on démarre l'épisode et à l'impression que j'ai dans la relation que l'on a. Donc le genre de questions que moi j'aimerais bien que je te pose, quoi, c'est ça? Non, que toi, que moi je voudrais te poser. Je sais. Franchement, on peut avoir un autre set de cartes. Si je devais savoir faire quelque chose, moi je pense que je choisis celle-là et moi tu me donnes l'autre. Et moi je te donne l'autre. Eh bien merci, bravo. Ok. Alors redonne-nous la question. Si tu devais savoir faire quelque chose non surnaturel en claquant des doigts, ce serait quoi? Pourquoi? Franchement, c'est jouer du piano. Ouais. Parce qu'en fait, quelque part, dans toute cette aventure que je vis, je me rends compte que faire de la musique, déjà, il y a plusieurs dimensions dans le faire de la musique, tu vois. Et piano, tu sais, ça fait toujours un truc classe, quoi. Tu vois, c'est... il y a cette notion, tu vois... Alors, je sais, on peut rentrer dans les débats. Est-ce que le piano est plus complexe que la guitare, tu vois? Parce que la guitare, c'est à plusieurs dimensions aussi, tu vois. Tout à fait. On C'est va un peu pas comme tout, voilà, ouais. on va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste sur cette notion de faire du piano. Il y a toujours, tu vois, ce côté... Et après, une fois que tu as su jouer du piano, il y a tout après cette dimension, savoir jouer, faire du piano debout, tu vois. Tu vois. Et pourquoi? Parce que c'est comme si tu arrives à dompter quelque chose de complexe. Parce que c'est complexe, tu vois, t'as plein de touches, t'as plein de trucs, en fait, et t'arrives à dompter ça, en fait, tu vois, et en faire quelque chose de waouh, quoi, tu vois, sans aller dans le virtuose, mais même, tu vois, on peut tomber dedans, et tu vois, c'est vraiment ça, à partir de rien, tu fais vibrer des choses, et tout d'un coup, t'arrives à waouh, tu vois. C'est ça, moi, que j'aimerais savoir. C'est pas surnaturel, je pense que j'ai Non, relevé c'est pas le défi, surnaturel. Ouais. Si tu veux, je t'apprendrai. Chouette, ouais, cool, et avec plaisir. Très bien, je pourrais te montrer. Et tu sais quoi, ce qui serait chouette, c'est que moi, je prends la guitare, toi, tu fais le piano, et tu vois, comme à la gare, les gens qui jouent spontanément à la gare, qu'on fasse un truc spontané comme ça, tu sais. Bon, je sais pas si t'as un piano à queue, tu pourras pas le trimballer dans toutes les conférences. C'est un peu plus dur à sortir, en tout cas, comme ça. C'est ça. Quoique,
On l'a déjà fait. Ouais. Faisons une conf avec piano, guitare, tout ça. Eh bien, peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, c'est peut-être un teaser pour un prochain challenge. Truc. Mais en tout cas, moi, on l'a déjà fait à 2, où j'ai ramené mon piano et on a fait un truc avec Christophe Kéromen. Je sais de trouver un endroit où il y a un piano. Oui, effectivement, ce serait mieux parce que je me rappelle de l'avoir trimballé en voiture et tout, c'était pas évident, mais c'est un autre exercice. Okay. Et en tout cas, faire du piano, super. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est vraiment considéré comme un instrument orchestre. Pas juste un instrument de cours, c'est instrument orchestre, tu vois, qui peut se suffire à lui-même, etc., quoi. Mais finalement, quand tu joues à plusieurs, tu crées toujours quelque chose de mieux, quoi. Donc, carrément. Ça, c'est top. Je réponds très rapidement à la mienne. Vas-y. Qu'aimerais-tu accomplir dans les 5 prochaines années ? J'avais une idée claire tout à l'heure, et puis maintenant, je me suis emporté dans le piano, donc je ne sais plus. Mais si je devais réfléchir à chaud, vraiment, ce que moi, j'aimerais accomplir, c'est faire plus de ce que j'aime avec les gens que j'aime. Ok. Donc, ça peut paraître bateau. Non. Mais en réalité, c'est quelque chose qui, moi, me parle depuis surtout cette année, parce que du coup, j'ai commencé à lancer des choses qui sont vraiment de ma propre personnalité, et je vois que ça résonne avec d'autres gens, et au final, c'est là que je pense que je m'épanouis le mieux, et que probablement que je suis le plus pertinent, parce que forcément, je fais quelque chose qui me ressemble, et je crée un écosystème autour de moi, de gens que j'apprécie, et donc, en fait, je pense qu'on peut créer quelque chose ensemble aussi. Donc, si dans les futures années, j'arrive à faire plus de ce que j'aime avec les gens que j'aime, entre guillemets, puis quand je dis j'aime, bien sûr, c'est très ouvert, je pense que je serai déjà très content. Je retrouve la justesse dans ce que tu dis. J'adore. Tu vois, ce côté avec le temps, avec les gens, la justesse, ouais. En tout cas, merci pour cet échange qui fut très sympa. Je pense que le podcast Unplugged à l'extérieur va faire des petits, parce que c'était quand même très sympa. C'est validé. C'est validé, ouais, c'est très sympa. Mais la prochaine fois, ce sera dans des petites chaises longues au bord d'un lac, tu vois, un petit truc comme ça, tu vois, un truc très sympa. Yas, du coup, si des personnes veulent te contacter parce qu'elles ont envie de prolonger la conversation, comment est-ce qu'elles peuvent faire ? Sur LinkedIn, il y a mon Calendly qui est plugué à mon agenda. Et sentez-vous libre en fait de caler 30 minutes et on peut converser. Ou alors, laissez-moi un message et puis je vous rappelle dans la foulée. D'accord, très bien. Aussi simplement que ça en fait. De toute façon, je mettrai toutes tes infos. Super. Et libre aux personnes de venir découvrir la belle personne que tu es. Oh, merci mon ami, merci pour cette invitation. Franchement, ça me touche, c'est génial ce qu'on a réussi à faire là. Ouais. Et puis, dans ce cadre-là en plus. Ouais, dans ce cadre-là. Ouais. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri qu'on fasse un 2e épisode parce qu'on a encore plein de choses à se raconter. Oui. Donc, merci encore pour tout ça. Super. Et puis, à très bientôt. Ok, à bientôt. Salut. Au revoir tout le monde.